Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Comme vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'actualité, c'est bien sûr l'impasse politique et sociale dans laquelle vit le pays depuis un certain temps. Le FNDC, après les manifestations multiples du 14 octobre, rebelote. C'est une marche de grandeur nature, comme ils l'ont annoncé, qui doit se passer à Conakry, notamment sur l'autoroute Fidel Castro et bien sûr à l'intérieur du pays, avec l'autorisation des autorités et un itinéraire, on va dire, consensuel. Est-ce que cela peut déjà nous amener à croire à une manifestation apaisée, sans incident, sans heurts, surtout sans mort? C'est la question qui se pose. Pour quelle finalité en termes de pression sur le gouvernement? Pour en parler, j'ai auprès de moi des analystes de l'actualité. D'abord le journaliste Labine Mouniouma Sissé, qui est donc directeur général adjoint de la radio Djigui FM et directeur général adjoint également de Mosaïque Guinée et directeur général du magazine Émergence Guinée, qui est donc un habitué de cette émission. Lamine Mouniouma, bienvenue sur ce plateau. Merci. Beaucoup de casquettes surtout, hein? Oui, surtout tu l'annonces trop bien. Merci une fois encore. Tu les annonces trop bien. Ici à ma droite, Cabinet Fofana qui rentre fraîchement de Paris. Il est, lui, analyste politique, politologue et président de l'Association guinéenne de sciences politiques. Cabinet, bienvenue sur ce plateau. Merci. Un habitué de cette émission, on va dire, mais qui s'était trop bien absenté, qui est de retour en quelque sorte. Bienvenue une fois encore, Cabinet. Et le second sujet dont on va parler au-delà de cette marche du FNDC, c'est bien sûr la récusation du président de la CENI par une partie de l'opposition à travers un courrier, un communiqué qu'ils ont sorti, qui est signé des mains de Sénou Dalein Diallo, mais aussi de Sidia Touré, mais pas du tout cacheté, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a lieu de récuser le président de la CENI à cette phase du processus? Est-ce que les raisons évoquées par l'opposition politique dans ce courrier sont valables pour demander le changement de Maître Kébé à la tête de la CENI? Bien entendu, ces autres questions se posent, mais nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Alors oui, première question, Lamine Mouniouma, je l'ai dit, après les multiples manifestations du 14 octobre, nous sommes aujourd'hui jeudi, et pour la marche sur l'autoroute, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette autre marche dès lors qu'elle a été autorisée? Est-ce que l'opposition a eu raison du pouvoir, finalement, qui lève d'une manière ou d'une autre l'interdiction de manifester? Non, de toutes les façons, cette interdiction ne pouvait pas trop durer, ne pouvait pas indéfiniment, ne pouvait être maintenue indéfiniment. Ça a été celui qui a pris la décision d'interdiction a justifié sa décision, même si c'est du point de vue légal, c'est difficile à justifier, mais à la justifier d'une manière ou d'une autre, il est possible de le comprendre. Il a justifié sa décision d'interdiction par le fait que les manifestations, pendant ce temps, étaient endeuillées de morts, de pertes en vies humaines. Alors donc, il a dit qu'il faut faire l'économie de ces pertes en vies humaines, l'économie de ces pertes l'économie des dégâts matériels considérables. Donc il a pris cette décision. Alors on pouvait comprendre si la décision était circonscrite dans le temps, mais on s'est rendu compte finalement que c'était une décision qui était en train de durer, qui n'était pas pour le moment, dont celui qui a pris la décision n'était pas même de lever l'interdiction. Donc il a fallu cette manifestation organisée par le FNDC pour que le pouvoir désormais revienne sur sa décision d'interdiction de la manifestation. Brema Condé l'a annoncé avant même la marche projetée tacitement. Brema Condé l'a tacitement annoncé avant même la marche de l'opposition, la dernière marche de l'opposition qui malheureusement s'est soldée par des pertes en vies humaines. Alors il y a ce communiqué polémique et polémiste de la présidence de la République qui a sans doute appuyé cette décision tacite prise par Brema Condé de revenir sur sa décision d'interdiction. Et donc on ne pouvait s'attendre qu'à l'autorisation
de la prochaine marche organisée par le FNDC, par les opposants de FNDC. C'est ce qui se passe maintenant là. Et pour l'heure, tout se passe très bien. La mobilisation, on va en parler tout à l'heure. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose d'attendu. Donc, ce n'est pas surprenant. Voilà, donc, l'autorisation de la marche organisée par l'opposition. Alors oui, Kabine Fofana, l'œil de l'analyste politique, est-ce qu'il fallait ça pour éviter toute situation meurtrière, toute manifestation meurtrière, cette levée de l'interdiction? Parce que c'était ça le problème d'abord. Si le ton que le FNDC a adopté pour annoncer la marche du 14 octobre, la forme de la manifestation qu'ils ont annoncée, qui a été décriée, ils disent que c'est parce que le gouvernement avait illégalement interdit ce droit-là constitutionnel qui est de marcher. Maintenant que c'est automatiquement levé et que les organisateurs de marche y ont donné une forme, un itinéraire, est-ce qu'on peut dire que c'est cela qui était attendu? Il faut ça d'abord pour parler de manifestation civilisée. Oui, absolument. C'est-à-dire que la stratégie de mobilisation, il fallait la parfaire, puisque déjà celle du 14 octobre a été décriée dans sa mise en œuvre, puisqu'on ne pouvait pas imaginer un peu comment le FNDC pouvait d'ailleurs même impacter en termes de mobilisation. Donc, puisqu'ils ont voulu associer plusieurs actions qui sont un peu en fait qui peuvent se retrouver au sein d'un répertoire d'actions, c'est-à-dire que les sit-ins, le fait que les gens ne partent pas, les grèves, qu'on ferme les commerces, voilà, qu'on ferme que d'autres sortent dans les et carrefours pour bloquer la situation, crier les slogans, ainsi de suite. Voilà, donc il fallait y donner de la forme. Mais l'autre côté, c'est que je pense que le gouvernement a réalisé qu'il y avait plus à participer dans les conséquences que l'on connaît un peu des mobilisations, en n'autorisant pas. Et après, donc, la forme qui soit de dire oui, nous allons définir une trajectoire, donc partir de la tannerie pour la ville. Ceci étant, il n'y avait pas de raison, même si l'opposition n'avait pas changé de stratégie, il était de la responsabilité du gouvernement d'autoriser quand même les marches, les manifestations qui sont en fait constitutionnelles. Ce sont des droits constitutionnels. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut dire oui, bon, ça va, le FNDC a changé de stratégie, elle a opté pour une marche où on détermine l'itinéraire et tout s'ensuit, et puis voilà, le gouvernement aussi en a autorisé. Bien. Comme l'a dit Lamine, le communiqué du président de la République demandait de façon expresse ou tacite, puisque le fait de dire que les manifestations sont en droit, il y avait naturellement pas de raison que le ministre Bouré-Macron, le ministre de l'Intérieur, n'avalise pas, qu'il ne se conforme pas en fait à cette décision qui était dans le communiqué. Voilà. Alors Lamine Mouma, oui, justement, toujours sur le fait que le gouvernement est cédé, on peut dire comme ça, pour lever l'interdiction de manifestation, parce qu'on a l'impression que le FNDC voulait aussi les prendre au mot, puisque Bouré-Macron avait dit, même si on dit qu'il a menti, que la manif n'était pas en réalité interdite indéfiniment, donc ils ont décidé de donner une itinéraire à leur marche pour savoir est-ce qu'ils vont encore l'interdire ou ne pas l'autoriser. Oui, c'est important de faire cette précision. Vous savez, la décision d'interdiction a été prise, c'est bien évidemment pour pallier des pertes en vies humaines, je l'ai rappelé tout à l'heure. Alors, maintenant, si cette interdiction peut engendrer des pertes en vies humaines, c'était important de lever l'interdiction. C'est-à-dire que si l'autorisation pouvait nous amener à faire une économie de pertes en vies humaines, moi je pense que la décision qui a été prise par le gouvernement est une bonne décision, celle qui a consisté de lever l'interdiction. Et parce que quand on a pris l'interdiction, il y a beaucoup de Guinéens. C'est vrai que ce n'était pas légal. Quand on a suspendu l'exercice de cette liberté fondamentale, c'est vrai que les légalistes, étant légalistes, on peut bien évidemment reprocher beaucoup de choses à la décision qui a été prise, mais dans les faits, ça a permis de toutes les façons à Conakry de souffler un peu. Bien. Ça nous a permis de faire une économie de pertes en vies humaines. Maintenant, mais malheureusement, comme on l'a d'ailleurs dit, cette interdiction n'était plus d'actualité. Il fallait actualiser la décision qui a été prise. L'actualiser, c'est autoriser, et parce que la décision
qui nous évitait à avoir des morts et des dégâts matériels, donc ne nous évite plus ces drames. Donc il faut l'autoriser pour ne pas qu'on ait des morts. Donc moi je pense que c'est juste un jeu et ça a été bien vu par ceux qui ont pris la décision d'autoriser les marches de l'opposition, d'autoriser désormais les marches organisées par les opposants. Alors, est-ce que ça devient en même notamment temps, au projet de changement de la Constitution. En termes de finalité, pour le FNDC, est-ce que c'est une mobilisation, c'est une marche test en termes de mobilisation, s'ils réussissent une grande mobilisation, ça pourrait amener un message au président de la République, qui d'ailleurs, dont les partisans hier déjà se moquaient de la mince mobilisation des femmes du FNDC. On a vu les commentaires sur la toile. Est-ce que donc la marche de ce jeudi est une marche test pour le FNDC? Alors, avant de répondre à cette question, je vais dire que le fait que le gouvernement ait décidé d'autoriser à nouveau les manifestations, c'est en fait une façon aussi de ne pas de se faire ridiculiser, parce que c'est que le gouvernement s'en est réellement rendu compte que qu'il autorise ou qu'il n'autorise pas les gens à aller manifester. Donc il y avait vraiment une raison un peu de se conformer, dire bon voilà, nous autorisons, histoire un peu non, pas se ridiculiser, cabinet, à ce niveau je ne suis pas d'accord avec vous, mais ce que j'ai pu constater, et ce que j'ai dû remarquer dans la décision qui a été prise par le gouvernement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la décision a été prise pour ne pas qu'il y ait des morts, pour nous éviter à aller à des situations dramatiques que nous avons connues par le passé à l'issue ou à l'occasion des manifestations de protestations qui ont été organisées. Alors, donc, c'est rendu compte qu'en maintenant cette décision, en maintenant cette interdiction, ça crée plus de problèmes que ça n'en règle. Parce que les gens bravent. Donc, bon, voilà. Justement, il y a des morts. Oui, mais, voilà, mais le fait en fait que le gouvernement, même quand il a interdit les marches, les gens sortent. Et déjà, à un moment donné, déjà, le 14, la manifestation n'était pas autorisée. Les gens sont sortis autant. Donc en réalité, peut-être pas le ridiculiser. Pour moi, il faut en fait... Non, le 14, il faut l'édulcorer. Quand vous dites que la manifestation n'était pas autorisée le 14, ça on ne peut pas d'emblée le dire parce que les organisateurs n'en ont pas fait la demande. Non, que l'interdiction était toujours bien que l'interdiction était en vigueur, mais par le passé, ils ont toujours fait la demande, même si on leur opposait, on opposait à leur demande une interdiction de manifester. Mais pour le 14, ils n'ont pas fait la demande. Et d'ailleurs, vous avez vu la déclaration de Brahma Condé qui a dit qu'il fallait annoncer, il fallait écrire, il fallait donner un itinéraire conformément à la loi. Donc, en quelque sorte, comment on appelle, se délecter d'une autorisation tacite que le gouvernement aurait prise à l'issue de cette décision qui a été prise par les opposants. Donc, ce n'est pas, pour terminer, je vais simplement dire que le gouvernement a autorisé la marche a été tacitement, vous l'avez rappelé, on l'a tous rappelé, bien avant même que la marche arrive, mais on ne peut pas dire que c'est une marche qui a été interdite, et parce que ceux qui devaient attester, qui devaient nous asseoir notre conviction que la marche est toujours interdite, c'était cette demande que la loi, bien évidemment, impose aux organisateurs de faire avant d'organiser la marche, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, on est resté dans cette situation. Alors oui, cabinet, je parlais de test. Est-ce que c'est une marche test aujourd'hui? On verra bien à la fin de la journée les rapports que chacun fera, les statistiques qui vont sortir, combien de milliers de personnes. Mais est-ce que ça reste quand même une marche test pour le FNDC de pouvoir au moins envoyer un message au président de la République dont les partisans se jouent de négliger leur capacité de mobilisation. Même le 14, le président lui-même l'a dit, tout en se moquant qu'il n'y avait aucune mobilisation le 14, malgré les morts bien sûr. Et les femmes qui se sont mobilisées hier, on a vu les partisans d'Alpha Condé minimiser la mobilisation à travers les drones qu'ils ont sûrement sortis pour cela. Donc aujourd'hui, est-ce que ça reste le test final pour envoyer un message? Oui, absolument, ça reste un test. Mais je pense que si il y a quelque temps, la capacité de mobilisation du FNDC était une hypothèse,
depuis le 14, ça n'est plus une. On sait en réalité que le FNDC a quand même une capacité de mobilisation. Et cela est attesté par le communiqué du président de la République. Et une certaine capacité de nuisance aussi. Oui, capacité de nuisance, oui, au plan politique, le FNDC a permis quand même à mobiliser du monde. La preuve en est que le président, dans son communiqué, a demandé à ce que le FNDC et ses composants se retrouvent autour de la table. Bien. Alors, ce n'est plus une hypothèse. Aujourd'hui, je pense là où ça peut être le test peut se jouer, c'est dans la capacité du FNDC à organiser des manifestations pacifiques qui ne débordent pas sur des attaques ou par-ci par-là. Ou des morts. Exactement, parce que toutes les fois, les reproches qui ont été formulés à l'encontre de l'opposition, notamment l'UFDG... Non, le premier défi, c'est d'abord de pouvoir mobiliser, absolument, pour envoyer le message, mais deuxièmement, de pouvoir cadrer, absolument, de sorte qu'il n'y ait pas de mort. Absolument, qu'il n'y ait pas de mort, que le gouvernement ne puisse pas confondre le FNDC à des saccageurs, à des gens qui s'en prennent aux personnes et à leurs biens. Et d'ailleurs, il y a un guide manifestant qui a été sorti par le FNDC, dans le premier point, il est consigné aux manifestants de respecter l'itinéraire. Ça veut tacitement dire que tous ceux qui brandiront autre itinéraire qui ne soit pas l'itinéraire indiqué par le FNDC ne sont pas en fait des gens qui manifesteront dans le cadre de l'appel fait par le FNDC. Même si cela n'a pas été expressément dit dans le guide, ce que je pense aurait pu donner plus de lisibilité au FNDC en disant, écoutez, voici l'itinéraire, tous ceux qui manifesteront hors de cet itinéraire ne relèvent pas de l'action de mobilisation. Ça c'est très important parce qu'il faut éviter que le FNDC soit confondu à des saccageurs. Ce qui a été par exemple le cas de l'opposition. À un moment on a vu que les manifestations de l'opposition ont été manipulées ou disons présentées comme étant des actions de mobilisation qui ne sont pas telles parce qu'il y avait à côté des gens qui saccageaient dont l'opposition n'a jamais eu la sérénité et la volonté de se dissocier, la responsabilité de se dissocier de ces saccageurs. Alors oui, Lamine, est-ce que ça reste une marche test pour le FNDC aujourd'hui, et surtout en termes de mobilisation et de non-violence? Oui, forcément. Vous savez, nous avons tous demandé au FNDC de sortir désormais de discours, de sortir de déclarations, de sortir des campagnes médiatiques, d'aller sur le terrain pour affronter le RPG Arc-en-Ciel, l'affrontement pas comme le perçoivent certains qui sont aux aguets pour traverser les propos. La contradiction. Donc pour affronter le RPG Arc-en-Ciel sur le terrain. Et parce que le pouvoir, les soutiens au changement de la Constitution qui sont sur le terrain appuyés par les hauts commis de l'État. Donc c'est ce qu'on a demandé au FNDC. Mais c'était difficile pour le FNDC de faire montre de sa capacité de mobilisation si bien évidemment la mobilisation était interdite sur le terrain. Donc c'était vraiment sélectif. C'était permis pour certains, donc les soutiens, mais interdit pour d'autres. Et ça aussi, ça a été dénoncé. Alors, donc le FNDC a la possibilité, comme vous l'avez dit, de montrer à la face du monde qu'il y a beaucoup plus de Guinéens, comme ils le disent, que le peuple est favorable, le peuple dans sa majorité. Donc le peuple est favorable à... Comment on appelle, le peuple n'est pas favorable au projet de changement de la Constitution. C'est par les mobilisations, c'est bien évidemment à travers ceux qui sont en train de, les activités, les actions sur le terrain qui sont en train de mener. Alors, donc c'est d'ailleurs plus qu'un texte pour le FNDC, mais c'est plutôt une démonstration, c'est une démonstration de force, un signal envoyé au président de la République qu'on bourdonne dans des propos à dire non, le FNDC ne mobilise pas, et on se souvient ce qu'il a dit la dernière fois lors de sa dernière sortie, que les manifestations de la dernière fois, que c'était simplement sur l'axe et dans 2 quartiers qu'il a bien évidemment cité. Alors, donc aujourd'hui,
le FNDC peut dire oui, ce jour c'était dans 2 quartiers parce qu'on n'a pas été autorisé à sortir. Aujourd'hui, on nous a autorisé à sortir et où sur l'autoroute. L'autoroute qui est le bastion du parti au pouvoir. De toutes les façons, qui n'est pas connu comme étant un bastion de la contestation. Alors, donc, sur l'autoroute, si le FNDC a été capable de mobiliser un tel soutien sur l'autoroute, alors cela met la pression sur le pouvoir à en faire autant. Bien. Alors, donc on attend la réaction du pouvoir. Et parce que ce n'est plus une guerre ça va au-delà de la guerre de communication qu'on a connue. Ça va au-delà des déclarations que nous avons beaucoup entendues. Mais ça va c'est plutôt sur le terrain de la mobilisation. Et il faut bien que le pouvoir aussi prouve que... ça va marcher pour la mouvance en ce moment. Non, mais si on rentre dans la guerre de mobilisation des personnes, il faut dire qu'il y a les businessmen de la mobilisation qui vont se créer, ça c'est sûr. Non, mais on va terminer. Pour aller un peu dans le même sens que Monument, dans le même sens de Monument, je pense que le fait aujourd'hui d'aller sur le terrain de la mobilisation, c'est en fait la seule arme que dispose le FNDC. Et toutes les fois, le FNDC a toujours clamé qu'il était fort en fait de cette mobilisation. Donc aujourd'hui, laisser le FNDC manifester, il n'y a pas mieux. Et s'il faut aller dans cette épreuve de force, dans cette épreuve de force, je ne vois pas, par exemple, comme l'a présagé Monument, disons les tenants de la nouvelle constitution rester comme ça sans peut-être projeter une manifestation, peut-être une marche pacifique. Avec l'usage des fonds de l'État sous fond. On va observer, évidemment, c'est ce qui va se faire. On va observer une petite pause, mais vous n'êtes pas d'accord. C'est l'argent de l'État qu'on prend. On a déjà vu les ministres à l'intérieur du pays, avec les coffres remplis d'argent. Les directeurs qui sortent des milliards. On a vu des gars à Kaloum la dernière fois donner 11 millions par staff. Non, permettez-moi, moi je ne fais pas de présomption. Moi je ne fais pas de présomption. Non, c'est une présomption. Ils vont prendre l'argent de l'État. Moi je respecte la présomption. Sortir les gens dans les Non, je ne peux pas présumer qu'un ministre n'est pas capable de trouver l'argent ailleurs que de puiser dans les caisses de l'État. Mais où est-ce qu'il va trouver? À moins que le contraire me soit prouvé. Déjà que son salaire ne dépasse pas 7 millions la mine par mois. Le salaire, et qu'il va distribuer 100 millions, 200 millions sur le terrain. Ce que vous faites, c'est à la hauteur du salaire qu'on vous paye ici à Ganga. Moi, je ne peux pas trouver non, mais attendez, ailleurs que mon salaire. Où est-ce qu'il va trouver 100 millions? Les véhicules que vous avez, tout ce que vous avez, c'est à la hauteur du salaire que vous avez. C'est pas un homme d'affaires. Le ministre. Non, le ministre. Non, je n'ai pas dit. Ils ont distribué de l'argent. Je n'ai pas dit que les ministres ne détournent pas. Je n'ai pas dit. Mais je ne peux pas l'affirmer. Et parce que je n'ai pas la preuve que les ministres détournent. Jusqu'à ce qu'on me prouve que les ministres détournent. C'est ça le problème. D'accord qu'on a sorti de mais l'argent. Ce que je sais, pour distribuer à Kaloum. Ce que je sais, ça c'est vous qui me l'apprenez. Qu'il y a eu de l'argent distribué à Kaloum. Ça je n'en ai aucune idée. Je te l'apprends. Mais voilà, donc c'est vous qui m'apprenez tout d'ailleurs. Donc ce que je veux dire, et ça je réitère ce qu'a dit Cabinet, nous sommes sur le terrain de la mobilisation. Alors, ceux qui peuvent user de tous les moyens, toutes les voies, pourvu que ce soit des voies légales pour mobiliser, mais ils doivent prouver que, comme ils le disent dans les discours, que le peuple est avec vous, pour le changement de la Constitution. C'est désormais sur le terrain, ce n'est pas ailleurs. Dans une phase de démonstration. Non, ce n'est pas ailleurs, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, le FNDC a prouvé qu'ils ont du monde, ils ont du soutien. Il faut s'attendre le pouvoir. Non, mais forcément, ce n'est pas dans les discours, ce n'est pas dans les déclarations, mais c'est plutôt ça doit être désormais sur le terrain. Et c'est sûr que l'argent va couler. On va observer une petite pause et derrière. La mythe n'est jamais d'accord. On va observer une petite pause derrière, on se retrouve avec nos deux invités. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06.
Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous le constatez, ils sont toujours à mes côtés. Lamine Mouniouma Sissé, journaliste, directeur général du magazine Émergence, DGA de la radio d'IFM et administrateur général adjoint de Mosaic Guinée. Oui, alors, Cabinet Fofana à ma droite, qui est donc analyste politique, politologue, président de l'Association guinéenne de sciences politiques. Le sujet, c'est bien sûr cette marche du FNDC sur l'autoroute et l'effet attendu. Toujours parlant de FNDC, l'autre information rapidement, en parenthèse, c'est les gros meneurs du FNDC finalement qui ont été condamnés à des peines différentes, bien sûr. Le chef d'orchestre Sano, qui est condamné à c'est 1 an de prison ferme. Sekou Koundounou, Bill Dessam et d'autres à 6 mois de prison ferme. Ça, c'est d'abord en première instance, hein, parce que les avocats on interjecte appel. Qu'est-ce que vous dites justement de cet appel, de ces sentences-là? Est-ce que ça favorise le fameux dialogue que veut le président dans cette crise-là? Non, j'ai pour principe de ne pas commenter les décisions de justice. Ouais. C'est le principe, il est sacro-saint. Pour un journaliste, ce n'est pas interdit forcément, non? Non, je dis moi, je ne sais pas, vous pouvez commenter. D'autres cabinets vont le faire tout à l'heure et d'autres l'ont fait. Bien. Mais moi, je n'aime pas commenter les décisions de justice. La décision a été prise. Mais je ne parle pas mais est-ce que leur sort favorisera le dialogue que souhaite le président dans cette crise? Non, ce n'est pas possible parce que déjà les leaders des partis politiques, c'est d'ailleurs inimaginable que la cause, comme on appelle, que les leaders, ces leaders de FNDC soient en prison et que les leaders politiques partent pour dialoguer, pour discuter du processus électoral ou pour parler d'autre chose. Donc ça, je ne pense pas et je ne crois pas que les leaders politiques puissent mordre à la maison à leur lancer par le président de la République. Et ce qui pourrait sans doute susciter une grosse division en leur sein. Et parce que ceux qui sont en prison vont considérer ceux qui se prêteront à ce jeu comme étant des traîtres, des mouchards, comme Siaka l'a dit dans un autre contexte. Alors donc, ça va être difficile, ça va être compliqué. La décision a été prise. Et ce qu'on attend, certainement, c'est la grâce du président de la République. Mais ce que j'aurais souhaité, j'avais souhaité, par exemple, que la justice, comme on appelle, que la sentence soit clémente en leur faveur. Et ça, je l'ai souhaité. On ne peut pas souhaiter le pire pour des Guinéens, pour des gens qui se battent, qu'on connaît, qu'on a connu se battre pour des causes que je juge nobles, même si il y a eu des parcours feutrés, hésitants, donc qui ont caractérisé leur démarche, mais j'ai souhaité que la justice soit clémente à leur égard et qu'ils recouvrent leur liberté. Donc la question de savoir est-ce que ça peut favoriser le dialogue voulu par le président, souhaité par entre guillemets le président de la République, entre guillemets, parce que c'est un discours qui fait un compte rendu. Le communiqué, c'est un compte rendu d'un entretien que le président aurait eu avec des proches, Donc, est-ce que ça peut favoriser ce dialogue souhaité dit dans ce communiqué? Non, je vous dis d'emblée, non, c'est difficile. Bien. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. D'où, cabinet, la libération sans doute de ces gens-là, après peut-être leur condamnation en deuxième instance. C'est clair que les politiciens disent qu'ils ne vont pas dans un dialogue, alors que leurs camarades du FNDC, qui est une structure mixte et qui est derrière cette mobilisation-là, sont en prison. Ça veut dire que le dialogue, sur cette crise-là en tout cas, ce n'est pas pour demain tant que ces messieurs-là seront en prison. Oui, la preuve en est que si on part des différentes des communications qui ont été faites par les leaders politiques, on va sans dire que oui, que l'un des points d'achoppement serait la libération de ces membres du FNDC. Surtout que la communication qui est faite par les leaders politiques, ils ne parlent même pas disons de jugement en tant que tel. Ils disent non, ils disent que c'est Alpha Condé qui les a envoyés en prison. Donc ils estiment que la justice est à l'ordre du président de la République. Moi, je suis de ceux qui pensent que on aurait pu éviter de faire juger ces jeunes, quoique il y a parmi eux qui peuvent être interpellés pour des raisons qui ne soient pas
des raisons politiques en tant que telles. Mais après, quoi qu'on fasse, on dira oui, la raison, elle est politique. Bien. Donc, c'est l'objectif qui va être présenté, c'est le dessin qui va être présenté. Maintenant que le président de la République demande au soir du 14 octobre, dans un communiqué, l'appel au dialogue, et que par après que les membres qui constituent cette instance-là soient mis en prison et tout, même s'ils vont interjeter justement appel, ça crée une sorte de dilemme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de contradiction, même si pour le démocrate que je suis, je dirais oui, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire qu'au nom du principe de séparation des pouvoirs, le président de la République qui en est le garant de l'exécutif, et puis la justice qui détient la clé de voûte du pouvoir judiciaire, est différent, on peut bien le dire, mais sauf qu'en réalité, on pouvait éviter d'amener ces cadres-là en prison pour pouvoir quand même donner la possibilité de mettre en route le dialogue souhaité par le président de la République. Donc l'accusation devait s'abstenir de les poursuivre, et même si elle trouve qu'il y a des preuves suffisamment, il y a des preuves suffisamment accablantes contre eux pour les envoyer devant les tribunaux. Le procureur met le mouvement... oui, justement, oui, comment on va dire, Ambral. Alors, donc, est-ce que, à vous entendre parler, cabinet, on a l'impression que, voilà, donc, c'est l'impunité garantie pour ceux qui se battent dans l'arène politique, et parce que le tableau qui va être présenté, c'est le tableau politique, c'est bien évidemment, c'est des criminations politiques, c'est pour des raisons politiques, ou c'est telle ou telle autre personne qui m'a envoyé en prison. Est-ce que pour ça, on doit refuser, on doit demander à la justice, non, épargner les hommes politiques, nous sommes dans un processus de dialogue, de réconciliation, de ceci ou de cela. Donc il faut les épargner pour ne pas davantage corser ou gripper le processus. Ça va être difficile. Donc la justice doit arrêter de fonctionner quand ça concerne les hommes politiques. Non, c'est pas ce que je demande. En fait, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Non, ce que je suis en train de dire. Même s'ils sont en conflit avec la loi, il faut les laisser. Il a compris, il va donc préciser, oui. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a entre le 14, entre le jour de la manifestation et le soir auquel le président de la République a annoncé sa volonté d'aller au dialogue, des jours sont passés avant que ces cadres-là ne passent devant la justice. Ça, c'est une réalité. La possibilité d'aller vers le dialogue aurait pu être possible. Moi, je constate pour dire que c'est aujourd'hui compliqué. Et je le dis que du point de vue de la séparation des pouvoirs, on peut dire oui que le président de la République est différent de la justice. Sauf qu'en réalité, selon l'opposition, ça n'est pas cela. L'opposition dit que la justice est aux ordres du président de la République. Moi, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué et je ne demande pas que l'on les libère au nom de tel ou de tel dialogue. Je veux dire que la réalité du fait est aujourd'hui que le fait qu'ils sont devant la justice et qu'ils sont en prison fait que le dialogue va être compliqué. Je pense aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est que on ne peut pas convaincre l'opposition comme quoi ceux qui sont partis en justice, ceux qui sont aujourd'hui devant les juges, sont allés différemment ou de façon indépendante de l'action de protestation politique qu'ils sont en train de... Ça, c'est très compliqué. Puisqu'à l'instant, ce qu'on les récuse, c'est justement... on parle de mobilisation... demande d'attroupement non armé et tout. C'est en lien avec leur engagement politique. C'est très compliqué de... Vous savez... deux variantes. L'État se trouve... L'État est dans un dilemme. Un attroupement non armé. Oui, l'État est dans un dilemme. L'État se trouve face à une situation apparemment difficile, mais il s'est mis tout seul dans cette situation. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on a fait arrêter... du gouvernement, quoi. On a été... Le gouvernement, je parle du gouvernement. Voilà, le gouvernement. On a dit tout à l'heure, le président de la République, vous avez dit tout à l'heure c'est vrai qu'on a fait arrêter ces leaders politiques auxquels on accuse d'avoir attenté, comme on appelle,
des actions pour attroupement, voilà, donc auxquelles on soupçonne de vouloir mener des actions subversives contre l'État. D'accord. Maintenant, ils ont été sur la base de ces accusations condamnés. Alors, cette condamnation dans une situation actuelle, c'est bien évidemment les gens refusent, les gens auxquels on a tendu la main pour venir au dialogue, forcément vont refuser de venir au dialogue. Donc l'État le dilemme c'est que soit l'État renonce à poursuivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État doit renoncer à... Il n'a pas interdit que le procureur... L'État doit renoncer, la justice doit renoncer à poursuivre les opposants, en attendant qu'on y voit clair dans les démarches ou sinon dans les sollicitations qui sont faites par le pouvoir à l'endroit de l'opposition. Bien. Pour apaiser. Cela dépend du procureur. Et comme ça, c'est bien évidemment, c'est l'autorité qui s'affaisse. Non, cela dépend du procureur. C'est l'État. Cela dépend du procureur seul qui engage... C'est préjudiciable, je dirais d'ailleurs dommageable pour l'existence même de notre État. On va passer là-dessus, Lamine. Rapidement, je parlais tout à l'heure de l'opposition, une partie de l'opposition qui récuse le président de la CENI. Et ça va être sans doute un nouveau front de crise politique pour les raisons qu'ils ont évoquées dans ce communiqué. Vous, qu'est-ce que vous en dites en 5 minutes sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des raisons valables? Oui, non, la raison évoquée par l'opposition, l'opposition a sa raison et au regard... Une partie de l'opposition, parce que non, ce n'est pas forcément toute l'opposition. Non, moi je n'ai pas entendu encore une voix dissonante au sein de l'opposition. Certainement que ceux qui peuvent contester la décision, c'est ceux qui ont quitté l'opposition pour aller former un autre groupe qu'on appelle CAR ou ACAR, je ne sais pas quoi. Donc, je n'ai pas entendu une voix dissonante. En attendant de les écouter, d'entendre ces voix dissonantes. Mais je vous dis qu'à entendre l'opposition, les analystes vous diront que l'opposition a sa raison. La raison, elle est fondée pour certains. Vous savez, il y a Cabinet qui le disait dans une émission, il va le répéter tout à l'heure, sûrement, qu'il y a un problème, il y a au fait ce qui est fondamental dans le processus électoral, et d'ailleurs au niveau de l'organe qui organise ces élections, c'est la confiance. Si vous perdez la confiance en cette institution, ça va être difficile d'accepter ou de s'accorder sur toutes les actions menées par cette institution. Donc vous êtes d'accord que et parce que vous estimerez. Vous êtes d'accord que j'y arrive. Il n'y a jamais eu de confiance. Non, j'y arrive. Non, moi ils n'ont jamais fait confiance non, je ne vais pas juger par rapport au passé. Non, je ne vais pas juger par rapport au passé et ils ont eu raison. Les reproches qu'ils ont fait à ces différents présidents ont eu raison de ces différents présidents parce que finalement ils ont quitté. Alors maintenant ce que je veux dire, donc je dis il y a ce qu'on appelle le capital confiance qui est important à préserver dans le processus électoral pour faire aboutir un processus électoral. Donc à ce niveau, ce qu'on constate à travers cette lettre signée par l'UFDG et l'UFR, c'est qu'ils n'ont plus confiance à celui qui symbolise cette institution, c'est bien le président de la CENI. Alors, l'autre chose, comme vous l'avez dit par exemple, et ça compromet dangereusement le processus électoral. Mais l'autre crainte, c'est que si on s'habitue à cela, c'est vrai que les raisons qui ont été évoquées sont valables à l'analyse de beaucoup d'observateurs. Mais si, bien évidemment, chaque fois qu'on reproche, chaque fois qu'il y a des dérèglements ou chaque fois qu'il y a des trucs, on accuse le président, et sachant que l'élection d'un président de la CENI, et nous avons l'expérience dans ce pays, que ce n'est pas chose aisée, ce n'est vraiment pas... du jour au lendemain. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et donc, ça grippe complètement le processus électoral. Le souhait d'avoir une élection le plus tôt que possible ne serait pas réalisé. Et on va rester dans cette impasse. Et pour terminer très rapidement, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a une accumulation de faits qui envenime davantage la crise, qui amplifie, qui enlise, qui débouche, qui pourrait déboucher à l'enlisement de la crise, sinon que la crise n'est même pas enlisée. Donc ça, c'est vraiment curieux et c'est à craindre dans notre pays, dans le landerneau politique. À cette allure, est-ce que l'opposition ne va pas à l'encontre de ce qu'elle souhaite, des élections qui se tiennent dans un délai donné,
et avec des crises qu'elle veut créer au sein de la même institution qui est censée organiser ces mêmes élections en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas de glissement en vue et qui ne soit favorable qu'au chef de l'État, qu'eux, ils ne voudraient pas qu'il passe une minute de plus à s'écouter après ce mandat? Oui, mais en fait, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que l'opposition aujourd'hui, si elle reste dans la logique de faire changer le président de la CENI, elle prendra ceci avec tout ce que cela donnera comme conséquence. C'est-à-dire que même s'il faut mettre du temps pour en nommer un, ça prendra le temps que ça prendra. Mais après, quand elle voudra recuser le président de la CENI, c'est dire exactement qu'elle veut se rassurer du minimum de sincérité et de crédibilité que l'instance qui gère les élections en Guinée fera montre. Voilà, comme l'a dit Monument, il y a quand même une certaine validité dans ce que dit l'opposition politique. Quand elle recuse le président de la CENI, comme quoi il est aux ordres du président de la République, il a juste voulu reprendre ici une injonction politique, on peut comprendre. Bien. Après, la vérité, c'est qu'il faut aujourd'hui se poser la question de savoir pourquoi, à tout instant et à tout moment, les CENI qu'on a connus depuis 2010, ou bien avant d'ailleurs, sont recusés au fil des élections. Ça dépend de la configuration de cette instance. Elle est politique. Deuxièmement, elle est constituée chaque fois au fil, disons, à la mesure de la configuration politique. C'est-à-dire que quand il y a une opposition qui change, même si l'opposition n'a pas été assez changée au fil du temps, mais après on se rend compte que quand les intérêts politiques sont en jeu, la répercussion, la première répercussion, c'est la CENI. Bien. Parce qu'elle intervient dans la conquête et bien évidemment aussi dans la conservation du pouvoir. Alors oui, on va terminer là-dessus, Lamine. Je veux dire, ça dit que quand en temps normal, la CENI ne peut pas avoir les moyens, son budget pour faire les activités, et que l'opposition, les politiques ne font rien pour cela, à un moment donné, si le président veut faire du chantage à la CENI en disant maintenant il y a les moyens, venez les prendre à condition qu'on organise des élections en fin d'année. Qu'est-ce que la CENI fait en ce moment-là? Est-ce que le fait d'avoir sorti un chronogramme qui plairait en quelque sorte au gouvernement qui veut qu'on ait à la fin de l'année, à condition qu'ils aient les moyens, est-il préférable au fait de dire on ne peut pas les tenir alors que derrière le président ne met pas l'argent à chaque fois que ça ne l'arrange pas? Oui, mais si vous présentez le tableau de cette façon, d'accord, mais je ne suis pas sûr que le tableau soit de cette façon. C'est-à-dire que le président de la République, il y a un cabinet qui l'a dit tout à l'heure, dans son discours, non, attendez, la CENI ne doit pas donner un chronogramme dont il sait ne pas pouvoir le tenir. Donc ça c'est important. Non, mais permettez, ça non, peut changer. Non, c'est une institution ne peut pas s'amuser à changer, à être dans le déni total de ce de travail qu'elle fait. Et pas sûr. Un chronogramme, c'est une projection. Si la projection n'est pas faite, ça veut dire qu'à son sein, au sein de l'institution, on ne fait pas du sérieux. Et parce que la projection est faite, les CENI, c'est avec des marges. La date qui est annoncée par la CENI, c'est avec des marges bien évidemment. Alors donc, comme pour dire que la CENI a obéi, la CENI par coïncidence, mais c'est vraiment une coïncidence troublante que les opposants ne comprennent pas. Le président de la République a fait son discours et a demandé que les élections soient organisées avant la fin de l'année. Et puis la CENI est tombée dans ce piège, certainement, d'après les opposants. Et a annoncé une date qui est incluse dans qui est contenue dans l'idéal exprimé par le président de la République. Alors, et sachant bien évidemment, et bien avant, ce qui se confirme aujourd'hui a été dit plus tôt. Alors, ce qui constitue le malheur pour cette institution ou pour le président peut-être, du fait qu'il y a une coïncidence encore entre l'inquiétude qui a été exprimée plus tôt par les opposants, qui ont tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, et que lui, il s'est accroché, et finalement qu'il reconnaisse que ce n'est pas tenable en moins de quelques jours, et ça laisse, et cela, ce n'est pas certainement
face à la réalité, à l'impossibilité sur le terrain de réaliser, mais peut-être à la pression et bien évidemment au discours. On peut lier tout ça au discours du président, au communiqué du président de la République, qui a laissé comprendre que la date qui a été fixée n'est pas immuable, que la date peut changer au goût, au gré des acteurs, voilà, donc que ça va être une date consensuelle, ce qui sous-entend que la date qui a été fixée ne pourrait pas être tenue. Bien. Et cela, le signal a été donné par le président de la République. Donc on peut dire que c'est une institution qui fonctionne au gré des sentiments, des humeurs ou sinon des injonctions qui sont données par le président, et ils ont bien raison d'avoir des doutes et des craintes par rapport à la transparence du processus. En tout cas, c'est une nouvelle crise qui va sans doute naître. On verra bien comment elle va être menée parallèlement à celle qui existe déjà. Et à cette occasion-là, nous reviendrons là-dessus pour décrypter cette autre crise qui va naître à la Syrie. Merci Kamine d'être passé. À très bientôt. Merci beaucoup. Ouais, merci Lamine et à très bientôt. Merci. Voilà, à vous, merci de votre attention. Et puis à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.